Bonjour, je suis Annick Zokanga et je suis dans Culture Livre. Bonjour. Bonjour, Pouvez-vous vous présenter? je suis Annick Zokanga et je suis l'auteur de ce livre « Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs, conseils aux parents ». Comment êtes-vous arrivé à l'écriture? Je pense que l'écriture me vient de mon père, qui est le professeur Adolphe Zokanga, décédé en 1998. Mais mon papa était chercheur en linguistique africaine, spécialisé dans le lingala. Il a été enseignant de lingala à l'INALCO jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est de lui que je tiens certainement mon goût de l'écriture. Qu'est-ce qui a déclenché votre envie de traduire vos émotions dans un livre? Alors, le premier événement, c'est la publication d'un livre qui s'appelait « Le déni des cultures » par un auteur occidental qui est Léo Lagrange. Et il a dit des choses que j'ai trouvées fausses sur la jeunesse négro-africaine. Et je me suis dit, je vais exercer un droit de réponse et je vais faire un livre pour répondre à ce monsieur. Parce que cet homme disait que les afro-descendants formaient le gros des troupes des délinquants en France. Et là, je n'étais pas d'accord. Et je voulais lui dire que les enfants afro-descendants souffrent de discrimination et ils ont beaucoup de problèmes d'intégration à l'école dans la société française, bien que diplômés de l'école française, ils avaient vraiment beaucoup de mal après à s'insérer professionnellement. Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs, de quoi s'agit-il? Il s'agit, et ça c'est le deuxième aspect, la deuxième raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que quand je suis devenue maman et que j'ai eu la joie de voir mes enfants grandir, quand elles ont commencé à s'exprimer, elles avaient un discours dépréciatif de leur identité. J'ai mes petites filles qui me disaient « Maman, pourquoi ma peau n'est pas plus claire? Maman, pourquoi je n'ai pas des cheveux bâtons, c'est-à-dire des cheveux lisses ?» Et là, je me suis dit « Non, c'est pas possible. Je ne veux pas de ça pour mes enfants. » Et j'ai fait donc un travail d'introspection pour essayer de comprendre les mécanismes qui amènent nos enfants à avoir des problèmes d'identité et à développer des complexes d'infériorité. Quels sont les points précis que vous traitez, démontrez, parlez, expliquez dans votre livre pour aider les gens à élever des enfants noirs et métis? Alors, je fais déjà une analyse de la société occidentale et j'explique que sa construction est problématique et qu'elle aboutira systématiquement à la dévalorisation des enfants afro-descendants. Il y a une partie qui leur est consacrée, c'est peut-être 10% de mon livre où je fais ce constat, où je fais des propositions pour que cette école, ce système éducatif se modifie, s'amende, au risque de perdre sur la ligne beaucoup des enfants afro-descendants qui ne se retrouvent pas dans l'histoire telle qu'ils la racontent, parce que l'histoire telle qu'elle est présentée aux enfants de la République française ne fait pas une part belle à l'homme africain. L'homme africain est introduit dans l'histoire en tant qu'esclavagisé, colonisé, mais non pas en tant que civilisateur. Et nous avons maintenant suffisamment d'informations puisque nous, Noirs, afro-descendants, africains, nous sommes en train de reconstituer le puzzle de notre histoire et nous découvrons que nous sommes à l'origine de l'humanité et de la civilisation. Donc si l'école française ne se remet pas en question, elle rentrera en conflit direct avec ces enfants afro-descendants et africains qui usent le fond de leur culotte sur les bancs de la République. Ça, c'est le premier aspect que je développe dans mon livre. Le deuxième aspect, c'est que je trouve que nous, en tant que Noirs, nous continuons à vivre un syndrome de Stockholm. Dans la mesure où, bien que conscients des problématiques que le contact avec l'homme blanc ont développé chez nous, nous continuons à cultiver
des stéréotypes parmi nous et inconsciemment, nous les transmettons à nos enfants. Donc les problèmes de complexe d'infériorité, ils ne viennent pas que de l'action des Blancs, mais aussi de notre propre conception et de notre difficulté à nous accepter en tant que Noirs. Quelles sont les clés, les solutions en fait? Je pense que c'est l'objectif déjà de ce livre, parce qu'il y a un problème qui est posé pour ces familles noires ou métisses vivant dans un milieu complètement différent de leur milieu d'origine, on va dire ça, même s'il y en a qui sont nés ici, hein, de facto. Quelles sont les solutions concrètes que vous proposez aux parents? Sans dévoiler le contenu entier de mon livre, j'appelle les parents à faire une introspection objective de ce qu'ils ont, de façon à se nettoyer des stigmates et des préjugés qu'eux-mêmes continuent à véhiculer et peut-être des failles identitaires qu'ils ont en eux-mêmes, afin d'aider leurs enfants à se construire positivement et surtout à leur montrer la richesse de nos cultures, de notre histoire, de nos langues, de nos familles. Et ce sont tous des éléments pratiques, facilement accessibles, que les familles peuvent mettre en place pour aider leurs enfants à construire une identité positive. Valorisation de la langue. Les langues africaines sont d'une richesse et on trouve dans les langues africaines des concepts qu'on ne trouve pas dans les langues occidentales. La valorisation de notre histoire, de notre culture, de nos cuisines, de nos vêtements, de nos cheveux, à nous, femmes africaines. La valorisation de nos cheveux. Nos ancêtres nous ont laissé des traditions capillaires d'une richesse inouïe. Maintenant, les nattes et les traits sont perdus de leur sens culturel. Mais avant, par la coiffure de la femme, on savait qu'elle était de lignée royale ou non, de lignée noble. On savait si elle était pubère ou pas pubère, on savait si elle était mariée. Donc c'était des codes sociaux de valorisation. Et nous avons perdu tout ça. Et pourtant, ce sont des éléments de valorisation de notre identité, de notre originalité qu'il faut absolument transmettre à nos enfants parce que l'avenir du monde se joue en Afrique et nos enfants ont leur rôle à jouer et ils ont une place dans ce développement qui vient. Vous parlez justement des langues africaines. Votre père était prof de Lingala à l'INALCO à Paris. Est-ce que transmettre les langues africaines à nos enfants font partie des solutions que vous proposez? Parfaitement, parfaitement. Il faut que même si les enfants ne s'expriment pas de façon fluide, mais qu'ils comprennent, de sorte que quand on se retrouve dans un environnement, on peut passer des mots aux enfants et que l'entourage n'entend pas. C'est très très important et ça crée une complicité avec le reste de la famille qui n'est pas forcément francophone, même si l'enfant n'est pas en mesure de répondre, mais il peut comprendre ce que l'oncle, le grand-père dit à l'enfant. Et la langue, c'est la culture qu'on transmet à l'enfant. Et c'est un élément d'identité et d'originalité qui fait que l'enfant va se sentir à part. Il est ici, mais il n'est pas d'ici. Et ça constitue une force pour lui. Donc il y a d'autres exemples que je donne dans mon livre. Le traitement donc, des cheveux dont j'ai parlé, la culture, l'histoire, la langue, les relations dans la famille, la solidarité, le respect qui doit exister dans nos relations entre nous. Mais il y a aussi toute la question des programmes télé qu'il faut sélectionner et qu'il faut regarder avec l'enfant pour l'aider à décrypter les stéréotypes, les préjugés qui sont véhiculés par les médias, les vidéos, les dessins animés, les films qu'ils regardent, parce que souvent les enfants ne le perçoivent pas, mais ils intègrent inconsciemment des stéréotypes qui sont nuisibles à leur identification positive. Vous participez aujourd'hui au Salon des auteurs de l'UNESCO pour la présentation de votre livre. Quel sentiment vous avez ? Un grand sentiment de fierté et j'en profite donc pour remercier l'UNESCO et Madame Coelho pour l'attention qu'ils ont portée à ma candidature et c'est pour moi, en tant qu'auteur auto-édité, une grande fierté d'avoir pu passer la sélection et ça m'encourage dans ce travail que j'ai fait parce que c'est une reconnaissance officielle de mon appartenance à cette grande lignée d'auteurs africains et je rentre dans l'histoire officiellement
en tant qu'auteure africaine qui a réfléchi sur sa condition d'Africaine et qui a tiré parti de son expérience dans la diaspora, qui a réfléchi à cette expérience et qui en a tiré des choses positives, dans le sens où ça ne m'a pas amené à déprécier ma valeur, mon identité, la sphère civilisationnelle à laquelle j'appartiens. Bien au contraire, le fait d'avoir vécu avec les Blancs m'a permis de comprendre que ils ne sont pas mieux que nous. Ils ne sont pas du tout mieux que nous. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons beaucoup mieux. Et je ne vous le cache pas, ma hâte, mon souhait, c'est de reprendre le contrôle de notre histoire. Nous sommes pressés, j'attends que ça, parce qu'il y a des choses à mettre en place. Nous avons vraiment beaucoup de richesses, beaucoup de bonnes choses dans notre humanité, dans nos civilisations, et on a de leçons à recevoir de personne. Est-ce que vous avez un message précis à lancer par rapport à votre livre, par rapport aux familles d'origine africaine, par rapport aux enfants noirs et métis? Un message à lancer en rapport avec votre livre et au questionnement que vous posez dans ce livre? Oui, moi j'ai un message d'espoir. Si je reprends la thématique de cette édition 2022 de la Semaine africaine de l'UNESCO, qui est l'autosuffisance, la résilience et le développement économique, mon message est de dire que le développement de l'Afrique aboutira à l'autosuffisance de l'Afrique. Parce que nous sommes un continent avec des richesses inestimables. Nous avons la population jeune, intelligente, magnifique. Nous avons les ressources minières. Nous avons l'énergie solaire, l'énergie hydraulique. Nous avons la possibilité de nous développer en autosuffisance sans l'aide de quiconque.